Très heureuse de vous retrouver pour parler histoire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. L'amour, la protection et la défense de la patrie sont les mots-clés pour une armée républicaine. En République démocratique du Congo, nous avons les FARDC, entendez, Forces armées de la République démocratique du Congo. Une armée nationale avec comme rôle de défendre l'intégrité du territoire national face aux agresseurs. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda, et ses complices internes et externes. Comme l'histoire se répète, nous avons ces devoirs de solidarité nationale de soutenir les FARDC, nos militaires au front à travers l'effort de guerre décrété autrefois pendant les guerres d'agression. Le professeur Pamphile Mabiala Mantouba est notre invité pour parler de l'effort de guerre. Il est expert en histoire et anthropologie militaire, DG de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique. Professeur Pamphile Mabiala Mantouba, merci d'avoir accepté notre invitation. Défendre sa patrie est une obligation ou bien un droit à la défense? Défendre sa patrie, c'est une obligation civique. Ça veut dire qu'en tant que citoyen, s'il n'y a personne pour défendre l'intérêt commun, même une nourriture que vous laissez devant votre porte, une chèvre, une poule ou un mouton peut venir manger votre nourriture. Pour empêcher que, par exemple, cette nourriture soit mangée, par exemple, les mamans, on fait une clôture devant la cuisine, dehors. Ou les femmes qui font de la poterie à l'intérieur du pays font une clôture pour que les cochons qui passent dehors ne viennent pas détruire le travail accompli. Donc, les bonnes clôtures, disent les Anglais, font les bons voisins, les bonnes clôtures. Donc, si vous voulez dormir en paix à côté d'un voisin turbulent, mettez une clôture pour qu'il ne sorte pas tout le temps vers chez vous. Donc, la défense nationale, c'est une obligation pour éviter que le territoire soit aliéné et que les citoyens qui vivent à l'intérieur de cet espace soient victimes de la méchanceté des voisins. Effort de guerre, parlons-en. Qu'est-ce que c'est l'effort de guerre? D'abord, ça s'appelle effort de guerre. Lorsqu'on vous demande un effort physique, ça veut dire faites un effort de plus. Vous faites la chose de manière ordinaire maintenant, on demande de vous un effort de plus. C'est comme une plus-value, c'est une valeur de plus, un effort de plus par rapport à l'ordinaire. L'effort de guerre, c'est un exercice, une obligation de mobilisation nationale. Mobilisation nationale pour la solidarité avec les troupes qui sont au front, avec le commandement suprême de l'État, pour que la guerre ne soit pas une charge de quelques individus et que ce soit l'affaire de toute la nation. Donc l'effort de guerre, c'est un effort de trop, si vous voulez, ou de plus, de beaucoup trop, de beaucoup plus, sur ce qui est normal. Mais alors, vous travaillez plus que l'ordinaire, par exemple, bon, on verra avec l'effort de guerre économique comment ça s'est passé. Donc cet effort-là, au début on dit, mais oui, écoutez, ces gens-là, ils vont provoquer leurs gens et nous devons les soutenir. Pourquoi? Soutenir les troupes qui sont au front, qui veulent mourir pour la patrie, sous les drapeaux de la patrie. C'est cela qui demande une solidarité d'abord nationale avant qu'on réclame la solidarité internationale. Et pour atteindre cette solidarité, il faut qu'il y ait des efforts financiers, des cotisations pour la guerre, des efforts de guerre militaires, mais mobiliser les troupes, mobiliser les armes et les munitions, mobiliser les politiques de défense, les tactiques, stratégiques et tout ça, l'emploi de forces sur le terrain. Économique, ça veut dire que les industries qui doivent fonctionner autrement pendant la guerre pour produire plus et pour produire surtout pour les besoins de la guerre. Donc, il y a des pays qui ont développé, comme l'Égypte, qui ont développé l'industrie militaire et même des grandes puissances ont une grande industrie militaire. Chez nous, c'est des choses pareilles qui se planifient aussi dans les temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Donc,
l'effort de guerre suppose que là où on produit, s'il n'y a pas d'art, il faut les produire. D'abord soi-même, avant d'aller chercher. Si vous ne faites qu'acheter tout de l'extérieur, bon, on sait qu'est-ce que vous irez acheter. Et alors, à ce moment-là, il n'y a pas de surprise à faire aux autres. Mais quand vous fabriquez vous-même vos propres armes dans une industrie de guerre, eh bien, vous verrez qu'il y a des surprises que vous pouvez réserver. Comme ce fut jadis, paraît-il, l'aéroport de Njili. Quand ça tournait, il paraît qu'il y a des bombes qui voulaient aller vers l'intérieur du pays, vers le front, qui ont été freinées par ça, explosé en Njili. Donc, l'effort de guerre, il est financier, cotisation, volontaire. Cotisation volontaire et non obligatoire. Non obligatoire. Des gens qui croient que le pays est en danger pour cela, hommes d'affaires, femmes d'affaires, agents de l'État, tout le monde volontairement apporte sa contribution. Il y a vous avez vu ces derniers temps des dons du sang, des volontaires qui donnent volontairement leur sang. Donc il y a la notion de volontariat là-dedans. Les Paul Pandafadnama, qui étaient en Belgique, des Congolais, vivant en Belgique pendant la Première Guerre mondiale, on dit, bon, nous vivons en Belgique, nous voulons soutenir les Belges qui sont attaqués par les Allemands. Nous aussi, on va au front aider. Donc, il y a une mobilisation des hommes et des troupes, parfois volontaires, qui s'ajoutent aux soldats que nous connaissons. Tout ça, ça fait partie de l'effort de guerre. Donc, l'effort de guerre militaire, il va mobiliser des hommes et des armes. Et l'effort de guerre économique, il faut aller dans l'industrie, répondre aux problèmes de mobilité, de transport, communication, des troupes au front. Et l'effort de guerre, financier, bon, c'est de l'argent, il faut cotiser. Qui peut mieux, paye mieux. Qui est plus riche, paye plus. Bon, mais attention, il ne faut pas arriver à réduire tout ce qui existe, sinon vous aurez des révoltes des populations. Force publique hier, aujourd'hui, effardée, ces forces armées de la République démocratique du Congo. Comment la force publique a-t-elle participé à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale? L'effort de guerre, c'est des campagnes militaires. Ce que je raconte là en parlant rapidement comme ça, c'est campagne militaire, campagne du Cameroun. La campagne du Cameroun, ça veut dire que le Cameroun était occupé, c'est une colonie allemande. Cette colonie allemande, les Anglais et les Français sont allés chasser avec le concours de la force publique, aller chasser les Allemands au Cameroun, campagne du Cameroun en 1916. La campagne dans l'Est africain allemand, c'est celle-là qui commence en 1916 jusqu'à 1917. Avant 1917, c'est qu'on garde les frontières. Mais sachez que l'effort de guerre pendant cette Première Guerre mondiale, c'était très pénible. C'est des longues colonnes militaires où dans une colonne, vous avez des porteurs qui ont presque une charge de 30 kilos sur la tête à pied. Les troupes sont à pied et marchent pieds nus. Les femmes et les enfants avec. Les femmes et les enfants sont dans cette marche, longue marche, une longue marche de 900 km à pied, sans chaussures, dans des conditions climatiques macabres, des boueuses et toutes ces affaires-là. Et donc, les femmes accompagnent leurs maris parce qu'on a fait la théorie morale pour laquelle on a dit, écoutez, aux soldats, pour les motiver bien sûr, on dit, c'est une affaire de boulematage. Pourquoi nous, les Noirs, les Indigènes, nous devons passer par la guerre? Leur a dit, soldats, Boyo Kabiso bien, si vous laissez votre femme, vos enfants et votre bétail, les méchants allemands viendront tout prendre. Et quand vous rentrerez, vous serez seul au monde. Donc, s'il vous plaît, on va vous faire accompagner de tous vos dépendants. Dans l'armée, on appelle ça les soldats et ses dépendants. On va vous faire accompagner de vos dépendants jusqu'au front, parce que ça vous permettra d'être sécurisé. Ça, c'est la propagande des guerres pour diaboliser l'ennemi. L'ennemi, là, c'est les Allemands, ce n'est pas des vrais, c'est des méchants par nature. Deuxième diabolisation, c'est que pendant qu'ils font la marche de 900 km à pied, du Congo belge vers la Tabora, à 900 km à pied, il y a une grippe espagnole qui éclate, en Espagne d'abord. Elle appelle, même le roi d'Espagne a eu la grippe espagnole, hein, parce que c'est pourquoi on l'appelle grippe espagnole, influenza. Alors on dit que c'est le mauvais vent, hein, c'est des mauvais esprits. Les Allemands appelaient la même grippe, c'est une fièvre de Flandre, des Flamands. Et puis finalement on a dit non, cette fièvre-là, ce sont des Allemands qui ont fabriqué des armes biologiques contre leurs ennemis. Alors maintenant, vous voyez que tout le monde, ça fait mourir 100 000 personnes,
grippe espagnole, donc c'était catastrophique. Comment était la mobilisation pour la guerre en termes d'armement, de ravitaillement, de transport et de communication? Bon, à partir du moment où, avant la guerre, ce sont des fusils comme Albini, Moser, tout ça. Maintenant, pendant la guerre, on change des armes, par exemple des canons Krupp, ou des armes qu'on appelle gras, qui ont une capacité de puissance de feu plus grande. Et donc, pendant les années 14-15, pendant ce temps-là, on s'est mis d'abord à produire ces genres d'armes pour être capable d'envoyer du feu au front et pour pouvoir neutraliser l'ennemi. Donc, c'est ça la mobilisation matérielle. Donc, et puis on a dit, un avion, ça aide toujours les troupes sur le sol à résister. Alors on frappait aussi avec des petits avions venant achetés d'Angleterre. Et puis il y avait des navires de guerre qu'on a placés le long du lac pour empêcher que les troupes quittent l'Est africain allemand vers le Congo belge. Professeur, parlez-nous maintenant de la participation de la force publique à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'effort de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça part de cette idéologie qui fait que les pays, à l'époque c'était le nazisme, mais l'époque d'Adolf Hitler, c'était les pays de l'Axe et les pays de l'Alliance, les alliés là. Bon, les pays de l'Axe, c'est l'Allemagne et l'Italie, Mussolini et tous ces gens que vous voyez. Les pays alliés, c'est tous les pays de l'OTAN actuels, si vous voulez. Alors, ces troupes-là sont organisées, on fait la guerre en Afrique en tenant compte de cette appartenance soit au pays de l'Alliance, soit au pays de l'Axe, des alliés. Alors, il y a trois types d'efforts de guerre. Effort de guerre d'abord financier, effort de guerre économique. Effort de guerre militaire. Okay. Bon. Alors, effort de guerre militaire, ça je reviendrai là-dessus, mais prenons d'abord l'effort de guerre financier. L'effort de guerre financier, c'est-à-dire, on a fait appel à contribution. L'ancien appel à contribution en disant que tous les colons qui vivent au Congo belge, qui exercent un métier, une fonction dans la colonie, missionnaires, commerçants, femmes, colons, administrateurs, tous ces gens-là, contribuaient volontairement, pas de manière imposée, volontairement à l'effort de guerre en apportant votre contribution volontaire, cotisation volontaire. Alors, et bon, il y a des gens qui disent, mais moi, je n'aime pas la guerre, pourquoi je dois cotiser pour la guerre? Donc il y a eu un débat entre les bien-pensants et les objecteurs de conscience, qu'on les appelle. Les objecteurs de conscience. Les objecteurs de conscience disent la guerre, c'est pas bon pour la paix, c'est bien, mais la guerre, c'est mauvais. Pourquoi moi, maintenant, je dois cotiser pour la guerre qui est mauvaise, qui est un péché, si vous voulez. Alors, donc, il y a eu ce cas-là, on a dit non, notre patrie est occupée par l'Allemagne. Si nous n'aidons pas la patrie, elle est perdue une fois pour toutes. Donc, on a fait l'appel à cotisation, à contribution volontaire. Et ça, de toutes ces cotisations, il y a que les Blancs qui avaient les salaires, n'est-ce pas, au Congo belge, qui ont cotisé, ça donnait environ 28 millions de francs des Congolais de l'époque coloniale, n'est-ce pas? C'était beaucoup d'argent qu'on envoyait en Belgique, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations humanitaires, d'organisations, des œuvres humanitaires qui fonctionnaient. C'est avec ça qu'on a financé et des sections restées abandonnées, des orphelins, des vieux, des malades et tout ça, avec l'argent des cotisations en Belgique. Donc ce n'est pas... donc c'est la colonie qui cotise pour la métropole. Alors bon, donc à un certain moment, la métropole n'a plus de puissance coloniale. Il n'y a plus de puissance puisque c'est la colonie, même si c'est les Belges qui cotisent, c'est des étrangers vivant au Congo. Alors pendant qu'on cotise, évidemment, si vous êtes Belge, vous cotisez volontiers. Mais si vous êtes étranger de notre pays, par exemple, ressortissant de l'Allemagne et des pays germanophones comme l'Autriche et la Hongrie, Yougoslavie en partie, ces pays-là, la sûreté coloniale a pris une législation de surveillance spéciale en faisant la chasse aux sorciers. Donc ces gens-là qui ne sont pas belges, il faut s'en méfier, ils peuvent trahir. Et même pendant la Première Guerre mondiale, quand la Première Guerre mondiale avait commencé,
le gouverneur général du Congo belge, c'était Félicien Fuchs, un Belge d'origine allemande. On a dit, ce type-là, il faut changer notre pour le succéder, parce qu'il peut trahir la Belgique. Et en temps de guerre, ce n'est plus un homme sûr. Donc, normalement, on prend un pareil circonstance, on ne met pas... On se méfie de tout le monde. On se méfie de tout le monde, on ne confie pas n'importe quelle responsabilité à n'importe qui. Bon, c'est parce que des pénétrations dans un système de défense, des infiltrations qui peuvent s'opérer, et ça, c'est inacceptable. Donc, Félicien Fuchs, qui était allemand d'origine, gouverneur général du Congo belge, du Congo belge à ce moment-là, on a mis de ses fonctions. On dit non, vous n'êtes plus sûr. Hein. D'abord, votre mobilisation pour la guerre était timide, là, vous êtes flou. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de mesures de sûreté d'État, de décisions en disant que tel type de personnage, si vous venez de tel coin, par exemple, les Allemands, on a arrêté tous les ressortissants allemands qui sont jeunes, on a laissé les vieux missionnaires et les religieuses là, mais la plupart on a arrêté parce que c'était des personnes jugées suspectes. Donc on fait la chasse aux sorcières pour des raisons de sécurité pendant la guerre. Pendant la guerre, là, c'est la chasse aux sorciers, professeur. Oui, aux sorcières, oui. Oui. Donc pendant la guerre, ce n'est pas le moment d'aller faire gentil à tout le monde. Et les gens qui sont suspects, il faut les contrôler d'une manière... Donc la vigilance et la prudence, c'est ça. Donc il y a une législation de sûreté qui a augmenté pendant ce temps-là pour les ressortissants étrangers suspects et tout ça. Les Italiens, qui étaient aussi des puissants de l'Axe, tous ces gens-là, on les a arrêtés, les mettait dans des locaux communs à Elisabeth VIII pour les surveiller de près. Donc pendant l'effort de guerre financière servait à des fins sociales et humanitaires. Professeur, est-ce que la population était d'accord de s'engager dans cet effort de guerre? Mais je vous ai dit que la population, quand on dit, bon, l'effort de guerre économique, c'est... Par an, il fallait travailler pour l'État 60 jours par an, avant la guerre. Maintenant, on dit que c'est 120 jours par an, 4 mois par an, pour travailler pour l'État sans être payé, tout ça. C'est pénible, n'est-ce pas? Et donc, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Un monseigneur de Hemptin, qui était monseigneur à Elisabeth VIII de Lubumbashi, disait, faites souffrir ces pauvres indigènes, là, mais c'est beaucoup trop, faites attention. Quels avantages ils vont tirer à la fin de la guerre? Vous les épuisez, vous les sucez, et qu'est-ce que vous deviendrez à la fin? Donc après tout cela, il y a eu quand même des conséquences néfastes. Hein? Il y a eu, par exemple, à l'union minière, trop de travail, augmentation de la production à outrance, et bien il y a eu des soulèvements d'ouvriers en 1941, les ouvriers de l'union minière, ils caminent actuellement. Bon, même Matadi... Donc les ouvriers se sont révoltés. Oui, ils se sont révoltés, il fallait les réprimer avec armes et violence et tout ça, parce que les gens disent, écoutez, nous souffrons pour les autres pour rien, et mourir pour rien, il n'y a personne qui veut mourir pour rien, donc il y a eu tout ça. Alors, donc parce que là-bas, à l'époque, là, c'était une obligation. Non, c'était pas du volontariat. Non, mais quand vous êtes ouvrier d'une entreprise, on demande à votre entreprise d'augmenter la production. Vous travaillez, vous ne travaillez pas. Okay. Vous restez à l'usine pendant X heures. Quand vous lâchez, vous revenez, vous travaillez beaucoup trop. Mais vos salaires n'augmentent pas. Et il y a eu des mécontentements qui ont entraîné des violences sociales, hein, des mouvements sociaux, comme on appelle les grèves, c'est des mouvements sociaux. Et ça appartient à la guerre également. Donc tout n'était pas rose quand vous décrétez l'effort de guerre. Tout le monde se met à danser, à faire tout ce qu'il faut faire. Mais il y a eu des problèmes, et ces problèmes sociaux, qui ont fait que finalement, bon, à un certain moment dit, il faut doser, il ne faut pas exagérer. L'effort de guerre économique, par exemple, a été déclaré à partir de 1942. Donc, l'union minière, production à outrance, les usines, plantations agricoles et toutes ces affaires, les compagnies agricoles, produisent le plus possible le café, le cacao, le coton et tout. Et les ressources stratégiques, coltan, wolfram, germanium, cassiterie, tous ces or, les ressources minières de la République démocratique du Congo. Les ressources de la guerre, sur les ressources stratégiques, il fallait les produire à une grande vitesse. Et finalement, on a dit, mais tout ça, c'est pour quoi faire? Alors, donc l'effort de guerre en question, et sur le plan économique, c'est une augmentation à outrance de la production industrielle dans l'industrie. Et
Il n'y a pas d'augmentation des avantages sociaux pour les travailleurs, ce qui fait qu'ils se révoltent. Alors l'effort de guerre militaire, pour rester dans les sujets plutôt... Parce qu'on en avait cité trois types d'efforts de guerre, économique, militaire et puis financier. L'effort de guerre militaire, mais mobilisation pour la guerre. Donc on a mobilisé même des Européens vivant au Congo, des volontaires qui voulaient aller au front. Bon, et puis ce qu'on a fait, c'est également perfectionner l'armement. Bon, c'est depuis comme la Première Guerre mondiale où les gens sont allés, même les équipements, les logistiques et tout ça, les gens sont allés pieds nus, 900 km à pied. Cette fois-ci, ils sont quand même chaussés, avec des chaussures, les équipements sont un peu plus modernes. Cet effort de guerre militaire consistait à appuyer les forces comme pendant la Première Guerre mondiale. On est allé d'abord à partir de Kisangani et Stanleyville, 500 km plus loin, c'est l'Éthiopie, Abyssinie, la campagne d'Abyssinie en 1941. On va là-bas, en Abyssinie, parce que l'Éthiopie était sous domination des Italiens. Les Italiens avaient chassé les rois Haïlé Sélassié du pouvoir, et la force publique et ses officiers sont arrivés là-bas. Ils ont chassé les Italiens, ils ont pris un grand butin de guerre, beaucoup de choses, des armes, des munitions. On a remis Haïlé Sélassié. Alors, par exemple, campagne d'Abyssinie, là, ils se sont battus. Il y a eu des batailles très violentes. Alors, à Sosa, Sayo, Gambela. La bataille, là, ils avaient eu chaud, Ils n'ont vaincu personne. Ils ont failli avoir les dessous à la bataille. Mais sinon, à Gambela, ils ont libéré Gambela, à Sosa et Sayo. Ces noms de rues, vous les entendez encore, ces noms de prises des lieux, d'effectifs, d'objectifs militaires, vous les retrouvez dans la commune de Kassavou. Alors, et puis, il y a eu ce qu'on appelle la campagne de Nigérie. Le Nigeria, ça s'appelait Nigérie dans le vocabulaire colonial. Nigérie. Je prends bonne note, professeur. Bon, Nigérie, ça veut dire quoi? C'est que campagne, expédition, c'est une expédition où on amène du matériel de guerre, des logistiques. Donc on charge les camions à Lagos, au Nigeria et dans les environs, et on traverse avec les troupes jusqu'au Caire, en Égypte. Et c'est pénible sous le soleil du Sahara, là. Des troupes africaines. Et alors là, évidemment, les soldats qui arrivent sont mieux habillés par les étrangers, les Allemands, non pas les Allemands, les Anglais et les Américains. Et ils ont des meilleurs costumes, les soldats sont tout à fait fiers. On les fait marcher donc à travers les déserts avec sous les soleils accablants. Oui, blindés avec des véhicules blindés, des matériels logistiques dans des véhicules, jusqu'au Caire en Égypte. Et puis quand ils arrivent au Caire en Égypte, de nouveau, ils font un travail de logistique. On a dit qu'ils ne doivent pas se battre en Europe. Pas question qu'un noir puisse tuer une blanche, surtout un blanc sur le sol européen. Ils vont au Proche-Orient, ils vont en Palestine. De la Palestine, ils vont jusqu'à Jérusalem. Et comme ils étaient à Jérusalem, évidemment, ils se laissent photographier pour montrer que nous sommes quand même arrivés au paradis. Parce qu'on considère Jérusalem comme le paradis. Oui, oui. Bon, donc l'enfant Jésus est né là-bas. Et alors après, ils posent la question, est-ce que nous allons partir en Europe à partir d'ici? On a dit, pas question de combattre sur le sol européen, vous retournez au Congo. On les retourne par l'Égypte, là. Alors quand ils arrivent en Égypte, on leur fait visiter les pyramides. Bon, chacun prend une pierre des pyramides qui tenaient par terre. Il y en a souvent encore des fouilles archéologiques en Égypte. Ils prennent chacun sa pierre. Au retour au Congo, dans la ville de Faradje, dans la province orientale, Faradje. Oui, dans la province orientale. Chacun a amené sa pierre, on a fabriqué une espèce de pyramide. Ok. À leur manière que nous avons été voir les pyramides. C'était une bonne idée, une très belle initiative. Et nous, chaque morceau de pierre, ça fait la construction d'un édifice public pour montrer qu'ils ont été effectivement en Égypte. C'était témoin oculaire de cet événement. Ils ont vu les pyramides de Pharaon, on raconte pas n'importe quoi. Donc voilà, mémoire de la guerre en fait, souvenir de la guerre, et ces souvenirs-là sont non négociables, et c'est intéressant pour l'histoire nationale. Donc à Faradje, là,
Si vous vous promenez, si ça n'a pas été détruit après, parce que nous aimons détruire aussi les monuments, n'est-ce pas? Donc, normalement, on doit retrouver ces monuments sous forme d'une pyramide en pleine ville de Faraday. Devoir de mémoire oblige. Professeur, en quoi consiste la mobilisation civile? La mobilisation civile, je vous ai dit qu'on pouvait embarquer des fonctionnaires de l'État, des volontaires et tout ça. Bon, et puis, les troupes qui vont au front ont besoin de ravitaillement. Les troupes doivent manger. Pour la première comme pour la deuxième guerre mondiale. Alors, ravitaillement, transport, communication, on a besoin d'auxiliaires civils. Hein. Des travailleurs civils en dehors des militaires, parfois sont dans l'équipe qui se déplace pour la guerre, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là, ils apportent une contribution autre que celle des armes et dédiées seulement aux militaires. Parlons maintenant de la guerre sous Mobutu, la guerre des 80 jours, des 6 jours sous le maréchal Mobutu. La mobilisation, le ravitaillement, le transport. En 1973, vous vous souvenez, il a fait un discours sur la zaïranisation. Voilà. Zaïranisation, 30 octobre 1973. Bon, donc vous êtes assis chez vous dans votre... 73, 73. 1973, voilà, pour parler correctement. Alors, vous êtes assis chez vous dans votre magasin, vous dites, monsieur, sortez, donnez les clés, et maintenant c'était le baron du régime qui prend votre place. Et ça devient sa propriété. Et comme on dit en quiconque, à vous-même. Est-ce qu'on fait comme ça? Pas comme ça. Donc il a appauvri en peu de temps des gens, les Portugais là, et les gens des Pakistanais, les Indiens qui étaient dans les petits commerces, le commerce rural, il les a expatriés. Dépossédés. Et comme il les a dépossédés, eh bien, à la fin on dit, bon, ils sont partis pleurant, leur lien, leur amour pour le Congo, la terre qu'ils aimaient depuis des années, où leurs enfants, la plupart... Leur deuxième patrie, voilà. Ils sont nés, et voilà, tout d'un coup, ça se termine en catastrophe comme ça. On dit qu'il attend, on va se venger un jour. On va se venger de lui un jour, c'est un ingrat, il ne peut pas nous faire ça. Voilà les débuts de l'histoire. Donc ils ont gardé une dent contre Mobutu. Bien sûr. Alors maintenant, il fallait trouver dans les années 77, bon... Il fallait trouver, comme ça a été la catastrophe, la zaïranisation, radicalisation, on a recommencé en disant qu'on leur remet quand même, et pendant que tout était cassé. Donc il y avait zaïranisation, radicalisation, rétrocession. Est-ce qu'on peut rétrocéder quelque chose de totalement détruit? Bon, c'est ça, des choses comme ça. Alors finalement, on a Nathaniel Mbumba qui était un mercenaire qui était en Angola, Nathaniel Mbumba, avec les Tigres, les anciens soldats de Moïse tombés pendant la sécession. Bon, il a été contacté par des Cubains et des Russes pour dire que Mobutu là, il faut le chasser du pouvoir. Il n'y a rien à faire parce que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. On ne peut pas déposséder quelqu'un de ses biens comme ça de manière arbitraire. Il faut le chasser. Alors, bon, maintenant, la guerre va éclater, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est de chasser Mobutu pour le 8 mars 1977. La guerre de 80 jours, ça fait... L'objectif était de chasser Mobutu. Chasser Mobutu du pouvoir. Alors donc, ce qui fait que, en ce moment-là, les gens, vous voyez, en pareille circonstance, il y en a qui disent, ok, Mobutu doit partir. Hein? Donc ça avait déjà commencé depuis ces années-là, en 77 Mobutu doit déjà. partir et nous serons contents, c'est ça, qui s'en aille, on s'en fout. Donc, le problème du chef qui doit partir parce que, à cause de sa gouvernance ou des décisions qu'il prend pour ou contre nous, c'est une vieille affaire aussi. Voilà, ça a commencé depuis très longtemps. Partir, vous connaissez tous, les mêmes phrases reviennent dans toujours. Le même cycle historique pratiquement, des mêmes durées. Alors, donc, ils ont dit, bon, Mobutu doit partir. Donc, les premières manifestations, quand la guerre a éclaté le 8 mai, c'est le 2 avril, qu'il y a la première marche de soutien pour Mobutu. On a dit Mobutu a candidaté, marche de défi. Okay. Donc la population s'était organisée pour soutenir maintenant Mobutu avec des marches. Il faisait un parti à lui. Okay. Mobutu, c'est... Donc là, c'était une imposition.
Mais Donc on imposait à la population de pouvoir marcher. Ce n'est pas spontané toujours. Hein. Oui. Mais c'est une décision politique du bureau politique qui doit soutenir du bureau politique impère, parti-État. Parti-État. Donc, d'abord, les marches du MPR, c'est intéressant. Quand on y va, on boit la bière, on danse, j'ai des folklore, et puis on rentre avec un pain. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle consensus utilitaire. Nous consentons, Mamboto parlait de mariage entre les guides et son peuple. Mariage. Mariage entre les guides et son peuple. Parce que quand vous allez à une manifestation, vous avez un nouveau pain, vous prenez une bière, vous dansez, les maïdo, un père et tout ça. Toutes ces choses-là, donc c'est des occasions culturelles de divertissement organisées par les partis États. Surtout les Congolais aiment bien les divertissements. Et puis nous avons fait venir des Togolaises pour venir s'entraîner à danser, pour aller danser de la même manière au Togo. Donc, Mobutu, là, c'est pas pour cela, pour mobiliser les gens, les premiers jours, la marche des défis, les gens avaient peur. On dit, ah, ce type-là, il doit partir. Non, pourquoi nous, on va les marcher? Mais finalement, on a mobilisé, on a menacé, mobilisé tous les dirigeants des communes, des zones et toutes ces affaires-là pour que la marche soit visible et qu'on dise que nous sommes tous derrière Mobutu. Mobutu vivant, nous vaincrons. L'effort de guerre. L'effort de guerre, ça veut dire que d'abord, il y a eu beaucoup de marches de soutien pour dire que Mobutu ne partira pas. Mobutu a bénéficié à la fois de la solidarité nationale, c'est-à-dire les femmes et les hommes d'affaires, les commerçants, ont cotisé. Il y a eu des mobilisations de cotisations volontaires jusqu'à 3 millions de Zaïre. À un certain moment, il y a eu la solidarité, même africaine, les pays voisins. Et le Maroc, en ce moment-là, a été utilisé par la France pour intervenir au Congo. Parce que, d'abord, on avait tué des ressortissants français à Kolwezi. Mobutu, il s'était dit, mais si les Français me lâchent, mais je suis fiché. Mais mon ami Giscard d'Estaing... Il n'était plus au pouvoir. Oui, mais comment ce successeur veut me lâcher comme ça? Moi, je ne vais pas mourir comme ça. Donc, on a mené une action à Kolwezi qui a conduit certainement à la mort des ressortissants français. Alors, la France a dit non, il faut intervenir au Congo, mais pas nous-mêmes directement pour faire mourir encore des Français, mais c'est avec des Marocains. Il faut faire appel aux autres Africains. Non, avec les autres pays africains, l'Afrique du Sud et d'autres pays encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on leur donne des avions de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, les avions que les Marocains ont utilisés pour venir au Congo, ça atterrissait toutes les 5 minutes. Donc, quand vous étiez à Lubumbashi, parce que nous, on était encore des étudiants à l'époque, l'avion, toutes les 5 minutes, il y avait un avion qui montait, il y a un avion qui descendait. Imaginez ça toute la journée. Donc, c'était un temps de la solidarité internationale qui manifeste, jusqu'à vaincre évidemment les ennemis. Mobutu, quand il a compris que bientôt la guerre va se terminer, il a pris maman Antoinette, son épouse. Pendant 2 semaines, ils sont allés au front à Kolwezi pour encourager les troupes. Monsieur et Madame Président, encourager les troupes. Bon, après quelques temps, quand ils sont retournés, maman Antoinette est morte. Parlons de l'effort de guerre sous Mzee Laurent Désiré Kabila en 1998. Le 2 août 1998, Mzee Kabila décide de rapatrier les troupes étrangères qui sont au sein de FARDC. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée nationale avec plein d'infiltrés des pays voisins, parce que ça pose alors un problème de souveraineté nationale. Pour refaire une armée nationale, réconcilier une armée nationale, il faut renvoyer à la maison tous ceux qui les ont accompagnés pendant la guerre de libération. Alors ceux qui l'ont accompagné pendant la guerre de libération ont dit, mais non, nous ne t'avons pas accompagné pour rien. Nous, on doit jouer des fruits de la lutte, nous aussi. Et tu n'as pas le droit de nous chasser. Donc Mzee n'avait pas payé la facture de l'effort de guerre. Mais la facture n'était même pas connue, n'est-ce pas? C'était ça le problème. La facture de l'effort de guerre, l'effort de libération du Congo n'a jamais été connu. Les gens sont arrivés avec Mzee, Mzee a pris le pouvoir. Et puis on n'a pas jamais dit combien ça a coûté, toute cette aventure à la République. Alors maintenant, les gens sont venus faire self-service, se servir eux-mêmes. Bon, se servir eux-mêmes jusqu'à quand? Donc ils ne s'étaient pas mis d'accord au début déjà de cette opération-là. Au début de cette opération, ils avaient des discours ambigus. Ambigus, par exemple, en disant dans l'accord de l'Émirat, les sols et les sous-sols, les richesses naturelles et minières sont propriété de l'Alliance. L'Alliance qui est une espèce de parti politique que Moïse nous a dit que c'est un conglomérat d'aventuriers
et d'opportunistes qui sont venus piller les richesses du Congo. Voilà. Alors il a dit, je ne peux pas rester avec une alliance comme ça, qui aliène en fait la souveraineté nationale. Hein. Il faut mettre fin à ça, retourner chez vous. Alors, Et puis il avait raison. Il avait tout à fait raison. Alors les gens ont dit, mais c'est un ingrat. C'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. On voit même Bizi Makara. Bizi Makara, c'était le ministre des Affaires étrangères. Mosé le considérait comme son fils. C'est lui qui, dès son arrivée, il a pris la voiture officielle de Mobutu, la grande Mercedes. Là. Alors, il voit qu'il est en train de faire... Il vient nous dire, au revoir, Mosé, je rentre chez nous. Oh. Mais pourquoi vous rentrez? Pourquoi vous rentrez? Je vous considère comme mon fils, ici, c'est chez vous. Qu'est-ce que vous faites là? Non, j'ai mis ça en insécurité. Mais c'est dans votre pays. Donc, vous voyez, Mosé, on l'a tourné en ridicule, en fait. Tourné en ridicule. Parce que les gens voulaient s'auto-perpétuer sur place, mais on a fait comme si ils pouvaient s'en aller. Donc, ils n'ont pas voulu partir. Ils n'ont pas voulu partir. Ils n'ont pas voulu rentrer chez eux. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Ils se sont cabrés en appuyant des politiciens dans un morceau du territoire, ce qui a failli entraîner la balkanisation. Donc, la guerre de 1998, c'était l'appel à la cohésion nationale. La propagande qu'on avait là, le peuple congolais ne lâchez pas prise, soyons derrière Mosé, la paix se gagne. Pour bouter hors l'ennemi. Il faut bouter dehors l'ennemi. La guerre retournera d'où elle est venue. Okay. Vous voyez? Ça, c'est la propagande des guerres. Propagande des guerres. Donc, le peuple congolais n'est jamais avec les nationalistes, allons de l'avant. Avançons, avançons. Avançons, avançons. Pas question de perdre la guerre. Et le Mosé même allé à l'université, dit, voilà, les universitaires, vous avez l'intelligence qu'il faut. Fabriquez-moi les armes de la guerre et vous verrez de quoi le Congo est capable. Et quand j'aurai toutes ces armes, la guerre retournera d'où elle est venue, donc au Rwanda d'où elle est venue. Voilà comment la propagande, c'est une propagande agressive, dans une situation où des anciens collaborateurs de l'État se liguent contre l'État et donc la souveraineté nationale était en danger. Quelles sont les dispositions arrêtées pour le succès de cette opération? Soumzé. Les grands politiciens ont mobilisé des foules, hein, comme Abdoulaye, les combattants. Ndombassi. Bon, alors, ils ont mobilisé les combattants, la population à la base. Là, j'ai suivi, parlant en Kikongo. La Tchangou, partout en Lingala, en Kikongo, pour que les gens se mobilisent et soutiennent les musées et puissent refouler les agresseurs. Y a-t-il eu des abus ou des rapages enregistrés lors de l'effort de guerre? Bon, les violences étaient d'une inhumanité telle que les gens, on entendait des gens qu'on tuait, qu'on brûlait, des ressortissants des pays du Rwanda qu'on a brûlés sur la place publique avec des pneus. Et il y a des gens qui promettaient même prochainement de manger après avoir grillé des gens. C'est des terreurs génocidaires qui ressemblent aux terreurs de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Où la vie humaine n'avait plus de sens, n'est-ce pas? Donc, il faut éviter d'amener les jeunesses dans ces efforts de guerre à oublier toute humanité. Et il faut prier les leaders politiques, quand cela arrive, de cesser de se battre pour négocier, pour mettre fin, parce que les hommes deviennent comme des animaux enragés. Si vous leur lancez un discours inflammatoire, et puis en même temps, vous ne faites rien pour changer la situation. Pendant que vous mobilisez la jeunesse, il faut négocier pour mettre fin à la guerre, parce que sinon, il y aura escalation de la violence et des choses qu'on estime, méchanceté, diabolisation, chosification de l'humanité, chosification de la dignité humaine, et ce n'est pas bon. Professeur Pamphile Mabiala, quel garde-fou mettre en place pour la réussite d'une telle opération aujourd'hui? Le garde-fou, c'est qu'il faut légiférer. Un effort de guerre, c'est légiférer. Bon, je voudrais savoir, maintenant avec des collectes, des fonds qu'on est en train de faire maintenant ces derniers temps, comment est-ce que le pouvoir public peut faire pour canaliser, pour qu'il y ait vraiment une réussite de cette opération d'effort de guerre? Bon, canaliser, c'est les ministères. Les ministères ont une administration qui fonctionne. Il faut faire confiance à leur administration. Honnêteté, pas de corruption. Dire que c'est un enjeu important. Ce n'est pas le moment des antivaleurs dans la gestion
des affaires publiques en ce moment-là. Les gens qu'on doit mettre à des postes comme ça doivent être intègres et doivent gérer, planifier et surtout créer un climat de confiance avec l'armée pour que les gens ne doutent pas du soutien qu'on leur apporte, quoi. Quelles leçons à tirer pour l'actuelle guerre d'agression? Les leçons à tirer, c'est que il faut sécuriser toutes les parties qui sont au front. Sécuriser les partis congolais. Il faut les sécuriser. Hein. Ça veut dire qu'il faut que celui qui est au front ne doute pas de sa position au front là. Et qu'il sache que moi je suis là, je me bats pour un idéal et probablement nous allons gagner parce que nous avons l'appui logistique, l'appui matériel, l'emploi des forces qu'il nous faut pour être ici. Donc il faut sécuriser les troupes, fidéliser les troupes qui sont au front là. Sinon ces troupes-là abandonnent les armes et disparaissent et vont embrasser l'ennemi là. Donc c'est cette étape qui, dans la guerre actuelle, qui est étape. Quand vous vous trouvez avec un compatriote qui joue à l'agresseur, n'est-ce pas? Bon, donc les gens ont tendance à sauter comme d'un fleuve à un autre, n'est-ce pas? Et pour aller embrasser l'ennemi, parce que celui-là nourrit peut-être un peu plus, donne un peu plus à manger, des tenues, un peu plus de per diem et des trucs comme ça, on va chez lui. Donc, quand vous avez une situation où des compatriotes qui vous connaissent bien sont devant vous comme des ennemis, il faut augmenter la qualité de la vie des combattants, de leur donner plus d'argent, plus de nourriture, de meilleurs vêtements, pour que matériellement, d'abord, ils soient sécurisés. Moralement, ils soient sécurisés, et qu'en fait, en tel que les commandements les sécurisent aussi en donnant des ordres là où il faut et comme il faut, sans qu'on en doute. Voilà, c'est tout ça des choses qu'il faut faire maintenant que nous avons la guerre. Parce que sinon, les matins, ce sont des forces armées de la République démocratique du Congo. Les soirs, ils sont avec l'agresseur congolais, une espèce de paravent, de parapluie, des voisins. Mais là, ce n'est pas le patriotisme, parce que eux, ils ont juré, ils ont prêté serment de donner leur vie pour la République. Bien sûr, mais vous devez les soutenir moralement. Parce que regardez, les jeunes gens, quand ils sont tout jeunes encore, le bruit des armes, ça rend fou. S'ils n'ont pas fait beaucoup d'entraînement militaire, le fait d'entendre les détonations des armes, il y en a qui piquent des crises névralgiques et tout ça, qu'on envoie au CNPP, ils se mettent à crier dans leur chambre. Parce que le bruit des armes, ce n'est pas un bruit habituel, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez vous battre, il faut bien manger. Avoir l'équipement qu'il faut. Il faut avoir des armes avec des munitions qu'il faut. Il ne faut pas vous voulez mettre des munitions, clac, et puis ça ne va pas. Donc il faut, tout ça, ça doit être coordonné de manière sévère et sécurisée pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Parce que si on sait que devant, au front là, ceux qui sont là, on ne peut pas, on doit les craindre. Il faut qu'on les craigne, ceux qui vont au front. Ceux qui commencent, il ne faut pas les envoyer les premiers, il faut les envoyer les derniers. Parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience, ils ont encore peur des coups de feu. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas la quantité de jeunes gens que vous mettez au front en même temps, mais les gens compétents, rangers, des paracommandos, des gens qui sont capables, en cas de risque, de faire des choses inhabituelles. Voilà des gens qu'il faut au front. Et les autres qui commencent le métier des armes, il faut les relever rapidement, mais correctement. À l'allure où vont les choses, croyez-vous à une victoire des FARDC sur les ennemis? À partir du moment où la guerre devient guerre, ça signifie qu'on frappe ici, on frappe là-bas. Bon. Nous avons des possibilités de frapper parce que nous avons plusieurs positions possibles. Le Rwanda, c'est un pays enclavé, en fait. Moi, je crois à la victoire. Ma première foi, c'est la foi en la restauration de la paix. La paix reviendra certainement parce qu'il y a une solidarité internationale et une solidarité nationale qui sont en jeu et qui attendent des résultats, des concertations pour mettre fin au conflit, pour qu'il n'y ait pas bain de sang et que les gens ne s'entretuent pas. Ce n'est pas je n'attends pas un jour de fête où on aura tué des Rwandais, tué, pour qu'à la fin nous allons fêter la victoire comme à Tabora, ou à Mayenge, ou à Kigoma, ou à Bujumbura, ou à Kigali à l'époque. Mais on attend que les partis
puissent dialoguer pour mettre fin à la guerre. Les négociations. Négocier de manière sincère pour ne pas faire mourir inutilement les populations de part et d'autre des frontières. Voilà. Donc la paix, c'est à ce prix de dialogue entre les deux parties qu'elle doit avoir lieu avec la solidarité nationale, continentale et internationale. La paix se gagne aussi, professeur. La paix se gagne, mais oui, mais la paix se gagne, il faut, c'est pas tout de suite, il faut, parfois ça peut prendre des années. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est court, et puis ça s'allonge, et puis bon voilà. Et chacun est supporté par des gens, et puis à la fin, ça fait que ça allonge, et même ce qui était court devient long. La Russie croyait en finir avec Zelensky, et ça ne marche pas, voilà. Donc il faut tirer des leçons de guerre moderne, même entre l'Israël et la Palestine, même phénomène. Maintenant, les Américains veulent s'intercaler en disant quittez seulement, nous prenons, et des choses pareilles. Et pour terminer, avez-vous un message à adresser au FRDC? FRDC, mais puisque vous êtes au front, battez-vous, bec et ongle, faites en sorte que vous puissiez gagner la guerre. Et si vous nous apportez la victoire le plus tôt possible, mais nous allons fêter avec vous. Nous attendons votre retour le plus tôt possible. Si vous nous éternisez là-bas, nous serons inquiets. Donc il faut faire en sorte que vous puissiez atteindre la culture des résultats et que nous puissions voir que vous avez pu être obéi, vous avez pu soumettre les troupes des pays voisins qui veulent subjuguer notre pays. Voilà. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations et celles de nos téléspectateurs. Merci, madame, de m'avoir reçu dans votre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au FRDC, nous vous encourageons de vous battre pour une bonne cause, pour la cause de la République démocratique du Congo, de défendre son intégrité territoriale. Merci. Nous croyons aussi que la victoire est certaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.